sur le titre de la CEDEAO. Bien, on est de retour pour la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Nous étions en train de parler de la Guinée avant la pause. On va en parler quelques minutes avant de revenir sur notre sujet du Togo. La Guinée, donc la transition de plus en plus critiquée par l'opposition. Yahweh Klonukunu et Zana Sadio et tout. Eric Johnson sont toujours avec moi sur le plateau pour faire le débat. Yahweh Klonukunu, vous avez la parole avant la pause. Oui. Oui, monsieur Samuel, vous savez, comme je le disais, la CEDEAO porte la responsabilité de sa prévoyance. Parce que je vous dis que et les coups d'État et les mandats de trop constituent des tares. Constituent des maladies dont nous souffrons en Afrique. Et elle doit faire preuve de clairvoyance pour trouver des solutions appropriées. Je vais juste vous donner un exemple. Vous savez, il a fallu seulement qu'une situation et celle du Mali pour en même temps faire prendre à la France sa prévoyance. Prendre des démarches nouvelles pour pallier à de telles situations. Et quand aujourd'hui, la France, avec son redéploiement au Niger, elle prévoit que cela soit acté par le Parlement, etc., et que les termes juridiques soient revus, c'est pour corriger cette situation-là du Mali qui s'est présenté, cet épisode malien. Alors donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces histoires de coups d'État. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que pour ce qui concerne les mandats de trop, oui, on peut dire que oui, la CEDEAO avait initié une démarche où au niveau il faudrait que les pays ratifient le protocole additionnel de limitation de mandats, etc. Mais je crois que au-delà de cette annonce, parce que jusqu'à ce jour, ça reste toujours une annonce. Alors, en quoi est-ce que les acteurs politiques saisissent toute l'importance là de ce protocole additionnel et y souscrire et l'y respecter? Parce que tout ça constitue toujours un blocage, des insuffisances. Et donc, ma foi, quand c'est comme ça, il ne faut pas que cela nous étonne si les coups d'État se répètent. Alors donc, je crois que la CEDEAO doit encore beaucoup travailler sur les réelles solutions, les réelles approches des solutions qui doivent vous permettre à ce que les coups d'État, parce que ça ne nous honore pas du tout, les coups d'État cessent et les mandats de trop également cessent. Et moi, je voudrais pour clôturer, faire une précision ici, parce que je reçois beaucoup des critiques des gens à mon endroit qui me disent que oui, quand je parle de mandats de trop, je cite des pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, d'autres pays, mais que je ne parle jamais de mon propre pays. Je dis non, la situation de mon pays diffère de celle de la Côte d'Ivoire où M. Ouattara a fait usage de subterfuge pour se garantir un troisième mandat à coup de mort d'homme. Et c'était pareil également avec M. Alpha Condé en Guinée. Mais ce n'était pas le cas chez nous au Togo. Parce que chez nous au Togo, nous sommes arrivés à la non-limitation des mandats compte tenu de certaines, il faut le dire, des erreurs politiques. Parce que je me rappelle que la classe politique, entre-temps, s'était retrouvée à Bruxelles dans un dialogue. Et jusqu'en 2002, là, les mandats étaient limités et l'opposition avait été avertie par le parti au pouvoir en ce temps. Attention, si vous n'allez pas aux élections et que c'est nous seuls qui allons, quand nous allons gagner, ils avaient été avertis, nous allons modifier la Constitution. Et la Constitution a été modifiée en 2002. Et depuis 2002, oui, et depuis 2002, ma foi, je crois que il n'y avait pas de limitation de mandat. Donc, la situation du Togo n'est pas pareille que celle donc, il faut que je tenais à faire cette précision. Et donc, c'est à partir de 2018 que le mandat est à nouveau limité dans notre pays. Donc, 2019, autant pour moi. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport au coup d'État. Quand on parle de mandat de trop qui engendre des coups d'État, ce n'est pas le cas au Burkina, par exemple. Oui, il était dans son second mandat, mais la situation sécuritaire. Mais ce que je voulais dire, par exemple, la question que je voulais poser sur la Guinée, aujourd'hui, la situation est là. Est-ce que la CEDEAO doit aussi mettre la même pression qu'elle est en train de mettre actuellement sur le Mali, doit mettre la même pression sur la Guinée pour avoir un calendrier? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une clarification, parce qu'on énumère
un certain nombre de reproches à la CEDEAO, mais il faut dire que la CEDEAO se fonde sur des tests. Lorsque vous lisez le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, c'est clairement écrit dans un alinéa que la prise des armes, les militaires au pouvoir, il n'y en a pas. Par contre, dans cette charte, il n'y a pas quelque part où c'est écrit ce qui se passe quand on modifie une constitution. Il faut élever le niveau du débat. Je pense sur ce deuxième point que vous touchez, c'est peut-être ce que disait M. Voilà, c'est une faille. La CEDEAO doit anticiper. Voilà, c'est des failles qui existent dans les constitutions des pays. Maintenant, il faut que les pays, ça c'est une responsabilité des pays et non de la CEDEAO, parce que la CEDEAO fonctionne sur la base de ces tests. Maintenant, il faut que les pays, la classe politique, il faut qu'ils décident de ce qu'il doit être fait quand on modifie. Parce que c'est ce vide-là sur lequel Alassane Ouattara qu'il a bien démontré que, attention, quand on modifie la Constitution, on est dans une nouvelle république. Et ce qui signifie que parce qu'on ne peut pas opposer une loi d'aujourd'hui à des faits qui se sont déroulés dans le passé. C'est de la sécurité juridique dont il s'agit aussi. Donc c'est un débat technique juridique. Maintenant, ce qu'il faut faire naturellement, on remarque, pour la Guinée, on remarque que depuis 6 mois, il n'y a pas de calendrier. Mais est-ce qu'on va laisser durer cela alors que c'est l'exception? Naturellement, je crois que c'est les têtes, c'est ce qui a été fait ailleurs et qui a marché, qui doit être fait. Vous avez vu comment aujourd'hui on remercie Dieu que les autorités maliennes, ils ont quitté très loin. Ils sont partis de 5 ans, de 4 ans. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont plus ou moins proches de ce que la CEDEAO veut. Cela veut dire clairement que dans cette situation, on a une institution forte, la CEDEAO, qui n'a pas cédé à la junte malienne, tout simplement. Eric Johnson, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas guinéen rapidement? Dans le cas guinéen, il suffit que les Guinéens qui réclament aujourd'hui beaucoup plus de transparence dans la gestion des affaires du pays fassent ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est au peuple guinéen de réagir. Lorsque vous soutenez une junte, lorsque vous applaudissez, c'est que vous lui donnez toute la crédibilité qu'il faut pour vous gouverner. Naïvement. Naïvement aujourd'hui. C'est la conclusion à laquelle on peut venir. En même temps, avec ce qu'ils ont vécu avec Alpha Condé, maintenant, la réaction aussi. Oui, maintenant, je pense que quand tu posais la question, est-ce qu'il faut que la CEDEAO intervienne? Est-ce qu'il faut que la CEDEAO mette la pression? Je dis oui. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait que cette junte-là ne donne pas une limite à sa transition, la CEDEAO peut intervenir et mettre la pression. Malheureusement, je ne sais pas si les pressions politiques, c'est-à-dire le mettre en quarantaine ce pays-là, c'est-à-dire l'exclure carrément des institutions de la CEDEAO pour faire l'affaire, mais je ne suis pas pour les sanctions économiques qui vont plutôt agir sur les populations. Nous allons évoluer parce qu'on a aussi le sujet du Togo qu'il faut embrasser. C'est très rapidement. Juste deux phrases, c'est que il faut que la CEDEAO sache qu'elle porte encore la lourde responsabilité de trouver des solutions face à cette situation. Est-ce que les militaires dans l'espace au niveau de chaque pays, est-ce qu'il y a une sensibilisation qu'il faut pour la classe militaire au niveau des pays? Ou est-ce que la CEDEAO doit prendre des dispositions qui ce soit juridiques ou encore militaires de manière à ce que les tests, comme les tests le disent et restreignent les coups d'État, qu'il faut prendre de manière forte lorsque quelqu'un fait un coup d'État, sortir de ces rhétoriques de lorsque un coup d'État est opéré, qu'on commence pas à chanter, bon, qui proposait-nous un calendrier électoral de transition, etc. Et on voit aussi, parce que ça va... il ne faut pas oublier que la CEDEAO... Ça crée une jurisprudence. Voilà, c'est pourquoi je dis directement dans les affaires intérieures. Oui, mais n'oubliez pas également que je crois que c'était en Gambie. En Gambie, oui, en Gambie.
la CEDEAO a pris une décision forte d'intervenir par la force. Suite à des donc élections. D'accord. Là, oui. Là, ça va éviter également le désordre qu'il y a eu au Burkina Faso, qu'un président en exercice, qu'on lui fasse un coup d'État. On va évoluer donc, il y a tellement de vers choses le Togo. On va parler maintenant, si vous permettez. On va revenir maintenant pour notre dernier sujet, c'est le Togo. La vie chère au niveau du Togo, c'est vrai qu'on dira que c'est une situation générale, mais on le sait en même temps. Quand on se met à faire des comparaisons, on sait que les salaires au Togo ne sont pas aussi réluisants que cela. Du coup, cette vie chère est vécue comme un coup de fouet par les populations, les consommateurs qui réclament des mesures très fortes de la part des autorités. Le pouvoir public promet d'agir. Des ministres étaient en conférence de presse cette semaine et ont annoncé que des mesures seraient prises dans les prochains jours, des mesures qu'on attend toujours. On va regarder dans ce reportage la situation justement au niveau du Togo par rapport à la vie chère. Les populations togolaises se sont réveillées ce mardi avec la nouvelle d'une augmentation du prix des produits pétroliers. Des augmentations qui surviennent dans un contexte où le coût de la vie est de plus en plus insupportable. C'est ce matin que moi j'ai su qu'on a augmenté le prix. Et je suis venu payer le carburant. Et j'allais même quereller avec le pompiste. Et il m'a dit qu'on a augmenté le prix. Quand même, ça nous a beaucoup gênés. Et c'est ce matin que moi aussi j'ai appris ça comme ça. Mais je ne sais pas concrètement ce qui se passe. Stupéfaction et frustration, ce sont des sentiments partagés par les consommateurs togolais qui en appellent à une réaction du gouvernement. Conscientes de la situation de plus en plus insoutenable, les autorités du pays sont sorties du silence. L'instabilité sociopolitique et économique qui prévaut à l'échelle mondiale en serait pour quelque chose. Ces augmentations sont dues essentiellement au nouvel environnement économique dans lequel nous évoluons et puis à la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, les principaux pays d'importation de brut ou même de raffiné. En 2019, le brut était de $18 le baril. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous sommes passés de $18 à 110, voire $120 le baril. Pour aller vers du concret, des mesures vont être prises par le gouvernement pour plafonner les prix à un certain nombre de niveaux. Pour soulager les transporteurs, nos frères commerçants transporteurs, la TVM sera revue à la baisse pour les transports de personnes et de marchandises. Et ça, c'est dans la semaine même, je peux dire. Suspendues à l'évolution de la crise à l'échelle mondiale, les populations togolaises vont devoir continuer à s'approvisionner en carburant à 595 francs CFA, tout en espérant les mesures de soulagement promis par le gouvernement. C'est vrai, on a écouté les ministres, le ministre Achadidji qui dit dans la semaine, on va avoir le coût au niveau de la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur qui va diminuer. On sait, Zana, quand on augmente le prix du carburant, c'est tous les produits qui en pâtissent en même temps. Moi, ce matin, en venant pour cette émission, je prenais mon carburant au prix habituel à 10 000 francs. Je me retrouve, au lieu de 19 litres et quelques, à 16 litres et quelques. Ça se ressent. En même temps, quand vous avez un véhicule, vous avez la TVM qui vous attend, vous avez les péages qui ont augmenté. Et je ne parle pas encore là des produits de première nécessité, le riz, l'huile, la farine, le maïs. Bon, les Ivoiriens disent, on est où là? Ah, Samuel, je crois que sûrement tu es plus aisé que moi. Parce que moi, j'ai été obligé de laisser mon moyen de déplacement au garage pour utiliser une moto-taxi. Oui, justement, vous savez, depuis un certain temps, il est vrai que le Togo ne produit pas du pétrole. Même aujourd'hui, le Nigeria qui produit le pétrole, il est obligé de s'aligner sur les cours mondiaux parce que lorsque vous baissez les prix grâce à la porosité de nos frontières, il y a un commerce illicite, c'est-à-dire les gens achètent à bas prix pour aller le vendre dans les pays de la sous-région. Et puis finalement, ça ne vous bénéficie pas tellement. Donc ils sont obligés aujourd'hui d'aligner ça sur les cours normaux. Maintenant, moi, je pense que nous sommes dans un timing qui ne nous arrange pas. Qui ne nous arrange pas parce que
cette augmentation, c'est une augmentation qui est justifiée. Ça ne nous arrange pas parce que sur les 12 mois ou bien plus, on a vu une érection de nombreuses taxes. Donc vous voyez que dans ce contexte, cela fait renchérir les prix des produits de première nécessité. Il y a de cela 1 an, 12 mois, le prix du bidon d'huile de 25 litres était entre 13 500 et 14 000. Aujourd'hui, c'est à 30 000. Donc, aujourd'hui, le gouvernement nous parle de mesures d'accompagnement. Et moi, je me dis que le gouvernement savait, bien évidemment, que cette hausse allait intervenir dans les jours à venir. D'autant plus que nous sommes les derniers pays à augmenter les prix d'ailleurs. Et il faut dire aussi que le gouvernement fait des efforts. Il fait des efforts parce que vous avez à côté de nous le Bénin qui pratique la vérité des prix sur chaque mois. Le super, je crois, c'est à 600. Chez nous, on est à 595. On sait qu'ils ont fait des efforts, mais c'est insignifiant. Bon, c'est vrai, on nous parle aujourd'hui de la baisse de la TVM. La question qu'il faut se poser, est-ce que la baisse de la TVM est susceptible, peut entraîner la baisse des prix des produits alimentaires? Quel effet cela a? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'au-delà de cette guerre en Ukraine, il y a aussi la hausse des produits et la hausse du transport maritime. Et c'est ça aussi la raison fondamentale, qui ont été multipliées par 3, voire par 7 pour certains produits. Maintenant, moi, je pense que dans ce contexte, il y a beaucoup d'arbitrage à faire. Quand on parle, par exemple, parce que moi, il y a des choix du gouvernement de Mme Victoire Dogbe que moi, je trouve un peu critiquables, ou bien des gouvernements précédents. C'est-à-dire qu'on parle de mesures sociales, c'est pour les couches de population démunies. Lorsque vous prenez, on nous présente comme mesure sociale l'exonération de la TVA sur les véhicules neufs. Je me demande, et les véhicules neufs, c'est pour la classe aisée, c'est la classe aisée qu'on est en train de favoriser ou bien les couches défavorisées. C'est la question que je me pose. Donc il faut la pertinence, parce que moi quand on l'a annoncé comme mesure sociale, moi ça m'a fait sourire. Mais par contre, il y a aussi des mesures sociales qui sont prises, mais qui n'ont pas d'effet sur le terrain. D'accord, on va faire, justement, on est là pour faire le tour de ces mesures, Yahweh Klonukunu. Bon, je voudrais même plus qu'on revienne sur ce qui explique ces hausses-là. C'est vrai qu'on nous parle du carburant, on sait que le Togo n'en produit pas. On est dépendant donc des importations et donc quand ça agit, forcément, ça doit se répercuter. Mais on a assisté à des hausses de beaucoup de produits dont on n'a pas eu toutes ces explications-là. Les péages, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Monsieur Samuel, vous savez, moi, depuis cette situation, j'ai tellement ouvert mes yeux, j'ai tellement cherché, j'ai fouillé, j'ai essayé de voir quelle est la prévoyance de notre gouvernement. J'ai essayé de ressentir la prévoyance du gouvernement, mais que je n'en vois pas. Bon, maintenant, la sortie des ministres, bon, ça semble à faire croire que, bon, ok, c'est une situation, les gens crient, bon, ok, il faut sortir, dire quelque chose. Hein, et puis c'est tout. Ce n'est pas une question de TVM. Parce que, disons la vérité, et quand le ministre parle des transporteurs, et que la TVM, combien de transporteurs payent la TVM? D'ailleurs même, disons-nous la vérité, M. Samuel, combien de véhicules transporteurs sont à jour dans les visites techniques? Non, soyons pragmatiques. Alors donc, et lorsque déjà cette situation entre la Russie et l'Ukraine, dont a évoqué le ministre, a commencé par prendre forme, je crois, ma foi, que la prévoyance recommande que, d'ores et déjà, il faut se saisir, savoir que... Anticiper. Oui, c'est très important. Gouverner, c'est prévoir. Oui, donc maintenant, là, laissons cet aspect de carburant, ça là. Monsieur Samuel, vous savez quoi? Lorsque, excusez-moi, mais ça fait partie de notre histoire et c'est la réalité. Et donc, nous ne devons pas avoir de la gêne à dire
ce qu'est notre réalité, ce qu'incarne notre histoire. Lorsque les Arabes, les Occidentaux ont commencé par nous prendre en Afrique, je veux parler du temps de l'esclavage, pour nous envoyer chez eux, nous avons servi à quoi? Nous avons servi dans les champs, M. Samuel, dans les champs. Et pourquoi dans les champs? Parce que les Occidentaux se préoccupaient de l'autosuffisance alimentaire. Et nous étions dans les champs de canne à sucre, dans les champs de produits vivriers, etc. Et également des produits de rente, etc. Alors maintenant, comment se fait-il que nous avons des espaces cultivables? Nous avons des terres fertiles et que nous ne pouvons pas nous déployer à grande énergie, de manière à ce que, même si les populations, le bol du maïs est à 300, le bol de riz est à 400, les tomates, on peut avec 200 francs avoir de la tomate, des piments à l'aise, et que le prix du carburant monte même à 800, les gens ne s'en plaignaient pas tellement. Alors, mais que nous ayons une usine de production d'huile, etc., et que nous ayons des produits qui permettent de transformer, de produire de l'huile, tout ça, mais et que tout ça coûte cher, et le carburant aussi vient s'ajouter, mais finalement, il y a de quoi. Donc vous reprochez au gouvernement son manque d'anticipation sur cette situation. C'est clair, non seulement que manque d'anticipation, mais l'agriculture, etc., l'ANSAT, qu'est-ce que nous faisons des espaces? Ils ont vendu les stocks, mon frère. Ça me rappelle, je suivais une vidéo, on dit certains ont abandonné les champs pour venir faire taxi moto à Lomé. Eric Johnson, quelles mesures? Parce que moi j'ai écouté les ministres, je n'ai pas vraiment entendu de mesures. On m'a parlé de TVM qui va baisser pour les transporteurs, je ne vois pas l'impact que ça va avoir. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui concrètement faire? Je pense un réajustement de notre économie. Je m'explique. Vous savez, lorsque le prix du carburant augmente, on l'a dit, c'est qu'il y a des impacts directement sur les produits de première nécessité, sur le transport, etc. Il y a un phénomène qui se passe dans notre pays. Vous savez, l'année dernière, selon les informations que j'ai eues, l'État togolais a subventionné le riz. Mais le citoyen n'a pas su. Et pourtant, le prix du riz s'augmentait sur le marché. Ça veut dire que déjà, c'est ce que j'allais développer comme un manque de communication qui aussi est un problème réel sur le coût de la vie. Si par exemple, on avait dit aux citoyens que l'année 2021, l'État subventionnait le riz, ça veut dire que si je vais aller chercher du riz, je dois avoir une idée que le prix est stabilisé. Et si le commerçant me dit que le prix, le riz que je prenais 1 kilo à 500 francs est à 600 francs, je quitte tout simplement ce commerçant parce que l'État fait déjà des efforts et c'est sur moi, mon travail que j'effectue, que l'État arrive à subventionner ce riz. Et donc, les gens devaient normalement stabiliser les prix, il ne devait pas y avoir de spéculation. Ça, c'est un premier point. Qui porte cette responsabilité? Et vous et moi. C'est l'État parce que l'État n'a pas communiqué sur ce qu'il a fait, je dis le gouvernement. Oui, mais tout n'est pas question que de communiquer. Mais maintenant, il y a une structure de régulation des prix. On va le laisser développer, après on va... Justement, j'allais en venir. Maintenant, ce qui se passe, je prends le blé, le pain. Est-ce que vous savez que l'année dernière, les boulangers avaient voulu augmenter le prix du pain, mais l'État a dit non, vous ne touchez pas au prix du pain. Peut-être en pensant un peu à ce qui s'est passé au Soudan, on ne sait jamais. Mais l'État a également subventionné le blé dans ce pays toute l'année dernière. Jusqu'à aujourd'hui, l'État continue par subventionner le blé. Et donc,
le prix n'a pas augmenté. Ici, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, quand l'État a dit non, vous n'augmentez pas le prix du pain, il y a eu un phénomène au niveau du quartier d'Écon, où tout de suite, quand ça a été annoncé par les boulangers, les gens ont mis 25 francs, 50 francs directement sur la baguette de pain. Alors, le ministère du Commerce a déployé des agents sur le terrain qui sont venus constater et tout de suite, ce phénomène-là s'est calmé. Alors, ça veut dire que, la question que M. Nkounou me posait, ça veut dire que le travail qui devait se faire après la subvention, c'est le contrôle du prix sur le marché. On nous a dit l'année dernière, et ça, on mettait en exergue le coronavirus, que c'est à cause du coronavirus que les prix des céréales ont monté et l'ANSAT a sorti son stock de sécurité. Mais sur le terrain, on a constaté que les prix continuaient par flamber. Qu'est-ce que le ministère du Commerce devait faire en ce moment? C'est également la même chose qu'on a fait pour le pain. Il y a eu des commerçants véreux qui stockaient les céréales pour les revendre lorsqu'il y aura... Pour spéculer dessus. Il y aura une pénurie. Et non seulement ça, il y a d'autres qui prenaient les produits de l'ANSAT pour les vendre à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays limitrophes où les prix de ces céréales aussi ont augmenté. Non, mais pas à l'insu de l'ANSAT, parce que l'ANSAT elle-même procédait... Non, à l'insu de l'ANSAT, parce que l'ANSAT a mis justement ses agents au niveau des frontières pour arrêter ces camions qui traversaient les frontières avec ces produits. Maintenant, ce qui se fait, ça a été fait avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui avait besoin de céréales pour aller sur des terrains de guerre, etc. L'ANSAT avait fourni des céréales au PAM. Ça, c'est différent. Mais je parle ici des commerçants véreux. Donc, ma réponse par rapport à ce que l'État devait faire, c'est de réajuster toute notre économie autour de ce qui nous concerne, comme il a dit, les produits vivriers que nous devions produire, que nous devions forcément vulgariser. Je voudrais ajouter un truc, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez... Moi, j'ai fait le pays, de Lomé jusqu'au Grand Nord, la semaine dernière. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a peu de champs de maïs, de mil, c'est-à-dire ce que nous consommons directement. On a plus de champs de soja, de coton, etc. En oubliant que ces produits de rente-là, en réalité, c'est pour comment dire, l'exportation. Pour l'exportation, c'est pour nourrir des marchés extérieurs, des marchés européens, parce que les Européens ont besoin de ça. C'est pour ça qu'ils nous ont poussés vers là et on oublie nos propres produits. Et je crois que l'État doit aujourd'hui faire ce travail-là. On n'ignore pas les agropoles, d'accord, mais il faut que ça aille. Alors, Zana, je le disais en introduisant le sujet, la vie chère, c'est généralisé aujourd'hui, mais on regarde aussi vers d'autres pays. On a quand même des annonces fortes. On a vu circuler des informations par rapport à des mesures fortes prises par les autorités béninoises à la suite d'un conseil des ministres, par exemple. Est-ce que vous avez, en écoutant nos trois ministres la dernière fois, entendu des mesures fortes? Je ne veux même pas parler de la TVA. Je vais être clair, je reste sur ma faim. Parce que nous avons vu la sortie du gouvernement ivoirien sur toute une batterie de mesures. Sur les mesures, on a vu les mesures fortes des autorités béninoises. Je reste toujours sur ma faim. Mais ce que M. Johnson a dit est très intéressant. Il faudrait qu'on puisse le développer parce que c'est de là que viennent nos problèmes. Nous avons l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez
en général le coût de la vie qui ne cesse de se renchérir. Et vous avez des paysans qui, pour des raisons légitimes, ils trouvent que la culture du soja est plus rentable pour lui que le maïs ou bien les céréales. On ne va pas leur accuser cela. Si nous les obligeons aujourd'hui à cultiver le maïs, est-ce que nous allons leur donner les moyens peut-être de scolariser leurs enfants qui peut-être sont dans les écoles à Lomé? C'est ça la réalité de nos économies. Nous avons une économie coloniale. C'est-à-dire ce que les puissances coloniales nous ont fait, nous répétons le même scénario avec... Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Nous répétons la même chose avec ces contrées où l'agriculture existe. C'est-à-dire ils font l'agriculture mais en même temps, il manque des services sociaux de base. Il n'y a rien là-bas. Vous avez des gens qui, pour ces mêmes raisons, laissent les terres cultivables, vous l'avez si bien dit, pour s'adonner à la conduite de moto-taxi à Lomé. Pendant ce temps, vous avez majoritairement des Asiatiques qui achètent les terres en toute légalité, et qui font développer des cultures pour nourrir leurs usines. Donc aujourd'hui, il faut naturellement une restructuration de notre économie sur ces fondamentaux. Mais malheureusement, nous avons des systèmes politiques qui ne permettent pas ce genre de choses. Je m'explique. Vous avez, parce que ce genre de décision, ce n'est pas dans un horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que ça prend effet. C'est peut-être 15 ans, 20 ans après. Et vous voulez un président élu pour 5 ans, qui doit rendre des comptes 5 ans, qui prend des mesures impopulaires, qui va être sanctionné en 5 ans. C'est de là que viennent nos problèmes. C'est-à-dire, la personne prend des décisions impopulaires qui font souffrir les gens. Voilà, moi je suis paysan, je mène une activité agricole. Le soja qui me rapporte de l'argent avec lequel je peux arriver à payer une éducation décente à mes enfants, vous m'obligez à cultiver le maïs qui ne me permet même pas de scolariser un seul enfant, qui me permet juste de vivre, de vivoter. C'est ça les réalités aujourd'hui de l'enjeu économique que pose la structuration de nos économies. Donc, je crois qu'il faut un modèle, non seulement un modèle, une restructuration économique, mais politique aussi en profondeur. Est-ce que la structuration de notre politique nous permet de trouver des problèmes aux enjeux à long terme qui se posent? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font que de la navigation à vue, parce qu'ils ont besoin de résultats en moins de 5 ans pour être réélus. C'est ça aussi le vrai enjeu. Donc, finalement, par rapport aux mesures, on voit il faut restructurer, prendre des mesures en profondeur pour régler le problème. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on le vit. Chaque fois que vous remettez l'argent à votre femme, elle vous dit ça ne suffit pas, mais elle oublie que votre salaire, ça n'a pas bougé. Est-ce que, en termes de mesures aussi, on peut agir sur le pouvoir d'achat, les salaires des gens? Non, vous savez, M. Samuel, c'est vrai, il faut reconnaître au gouvernement qu'il a également des contraintes qui le poussent à certaines décisions, etc. Mais toujours est-il que l'utile, c'est les choix qu'il faut d'abord pour l'intérêt des hommes, je veux dire du peuple. Et c'est en cela je veux toujours exprimer ma nostalgie du forum des agriculteurs que nous avions vécu, où à un moment, parce que vous savez, c'est la politique qui définit, c'est la politique qui donne des orientations, c'est la politique qui aiguillonne. Alors dans mon pays ici, au temps du ministre Gbungbo, quand nous avons vu qu'un accent particulier a été mis et sur l'agriculture, on pousse les gens à aller vers la terre, à produire. Et ce forum des agriculteurs qui est un rendez-vous, on voit des agriculteurs venus du Burkina, du Bénin, etc. Et puis, tout à coup, ça s'est éteint. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui était déployé sur une vision sur du long terme. C'est comme on fait les choses de façon momentanée. Et puis après, ça... C'était la vision du Premier ministre. Ça s'éteint. Alors que... Il est parti avec sa vision. C'était utile pour nous. C'était utile pour nous. Nous ne devons pas toujours rester dans de l'éphémère, dans
dans du contextuel. Non, c'était pareil également pour le mois du civisme en question, qui était une bonne chose pour sensibiliser les populations face à leurs responsabilités citoyennes. Mais on a vu que ça a été juste une annonce qui n'a fait que son effet quelques mois, puis après ça a été éteint également. Non, nous devons sortir de cela. Alors maintenant, quand M. Sana Sado disait que oui, tu es élu pour 5 ans, etc., mais je me réjouis parce que j'ai écouté le président Patrice Talon dans une interview. Il disait qu'il a touché du doigt tellement d'aspects, de choses, surtout par rapport à la corruption. Quand il parle de l'argent ne circule plus, etc. Mais il a chuté en disant que je suis content quand même d'avoir commencé. Parce qu'il est conscient que ce n'est pas forcément que toi tu es élu, que tu dois faire un miracle, non. Mais l'essentiel, c'est de commencer, de poser les bases. Vous connaissez le coût d'une élection? Je vous en prie. Non, écoutez, laissez ça. Nous sommes des hommes, c'est de l'argent qui est investi. Les gens veulent rentabiliser ce qu'ils ont investi. Poser des bases et que cette base-là, vous vous assurez qu'elle soit comprise et soit partagée de manière à ce que quand vous quittez, il faut que ça soit... C'est ce qui se passe avec les Occidentaux généralement. Parce que le blanc, il vient, il ne se positionne pas au magicien, à celui-là qui doit forcément tout réussir, non. Mais il sait qu'il est conscient, il est là pour un temps, alors il met à profit son temps, il le fait, mais pas pour lui, mais pour le pays, pour la suite. Et quelqu'un qui vient, voilà, nous devons aller vers cette culture-là. Il y a ma question qui demeure, par rapport au salaire. Non, mais vous savez, le salaire dont vous parlez d'abord même, c'est vrai que beaucoup touchent du doigt le niveau du CIMIC, etc. Mais il y a des contraintes parce qu'il faut aussi reconnaître au gouvernement que, économiquement parlant, il y a des contraintes. Et voilà, vous voyez également les enseignants encore qui se mettent à l'œuvre, etc. Non, ce n'est pas dans ces conditions de crise économique parce que nous sommes, il faut le reconnaître, nous sommes dans une crise économique mondiale. De fait de cette guerre, ce n'est pas dans ces conditions-là que le gouvernement pourrait avoir le moyen d'augmenter les salaires. Non. D'accord, donc, mais je reste toujours sur ma soif, parce que si en amont, l'essentiel autour de l'agriculture, autour des produits qui permettent aux citoyens, tous les citoyens de pouvoir joindre les deux bouts, si en amont, il y avait un travail qui avait été fait, je crois que la question des salaires, même si on n'augmente pas les salaires, ça ne serait pas ressenti. Mais c'est parce que le quotidien s'alourdit pour les gens que donc du coup on tourne le regard vers les salaires. Les salaires, on ne peut rien y faire. Non, je ne suis pas dans la même logique. Oui, d'accord. Pour moi, vous savez, une économie fonctionne à travers le pouvoir d'achat des citoyens. Lorsque les citoyens ont un pouvoir d'achat fort, vous remarquez que quelle que soit la situation, c'est le marché même qui se règle. Oui. Et donc, pour moi, quand vous posez la question, je peux dire dans l'immédiat que rien n'est possible aujourd'hui, dans l'immédiat. Mais à court terme, pas sur le long terme, à court terme, il faut que le pouvoir politique réfléchisse à cela et fasse en sorte que le pouvoir d'achat du Togolais soit important. Vous savez ce qui se passe lorsque vous avez un pouvoir d'achat faible, tout ce que vous produisez est consommé par l'extérieur. Parce que des gens qui ont un pouvoir d'achat plus important, ils viennent acheter. Ils viennent prendre tout ce que vous avez chez vous. Et du coup, les gens profitent pour faire de la spéculation, ce qui, en temps normal, crée des problèmes pour vous qui êtes sur le terrain, les autochtones, je veux dire. Et donc, pour moi, à court terme, il faut qu'on y réfléchisse mûrement pour régler cette question de pouvoir d'achat des Togolais. L'augmentation des salaires. Vous savez, depuis le temps il a parlé du Premier ministre Rumbo. Depuis le temps du Premier ministre Rumbo jusqu'à aujourd'hui, vous savez quelle a été l'augmentation du salaire chez les enseignants? Quand vous voulez donner encore l'exemple des enseignants qui sont sortis, je ne sais pas, pour manifester tout ça, je dis, les enseignants ne regardent pas ce qui se passe au niveau des autres fonctionnaires de l'État. Voilà. Il faut aussi avoir
cela, parce que nous fonctionnons dans un ensemble. Et lorsque vous, chaque fois, vous avez des augmentations, vous avez des indemnités, vous avez des... Mais il faut penser aussi aux autres, parce que ce sont les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Si je n'ai pas de moyens pour acheter les fournitures, comment mon enfant pourrait aller à l'école? On va vous recruter, vous aurez vos salaires, vous aurez vos trucs. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les parents n'ont pas autant de moyens, les parents ne sont pas bien lotis par rapport aux enseignants, parce que nous voulons avoir une éducation bien faite, parce que nous disons que l'éducation, c'est la base de tout développement. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on regarde les enseignants, mais il faut regarder aussi les autres fonctionnaires qui ont besoin d'avoir un pouvoir d'achat. Alors moi, j'entends bien quand on parle beaucoup des fonctionnaires, mais je rappelle que le nombre de fonctionnaires au Togo fait moins d'1% de la population, donc l'impact il n'est pas là, c'est plutôt peut-être les privés aussi, il faut des mesures d'accompagnement, si je ne m'abuse. C'est ce que je voulais dire. En fait, il faut dire que, il faut reconnaître et dire avec sincérité que nous sommes d'abord une économie informelle. Donc oublions d'abord la question des salaires. C'est un peu. Nous avons plus de 70% de la population qui est dans l'informel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des revenus fixes. Donc ce débat, vous l'avez bien dit, moins de 1%, ce débat de dire augmenter le SMIC pour moins de 1% de la population ne bénéficiera à qui finalement? C'est dans les mesures sociales que tous se retrouvent, comme par exemple la subvention du carburant, dont nous tous, nous subissons les effets. Nous avons dit beaucoup de choses précédemment. Ce que moi, parfois, je reproche, c'est que quand, par exemple, il y a eu subvention du riz, c'est vrai, l'autorité n'a pas communiqué là-dessus, on peut lui faire ce reproche-là. Mais nous, et les associations des consommateurs, ils vont nous dire que ça leur a échappé. Alors, c'est ça aussi. Quand l'État fait... sur des choses comme ça qu'ils doivent nous alerter. Exactement. Nous avons eu une année l'exonération sur les produits informatiques. L'OTR a été obligé de suspendre cela parce que l'impact recherché n'était pas au rendez-vous. Maintenant, nous avons aussi un problème structurel. C'est parce que nous consommons beaucoup de choses qui sont importées. C'est pourquoi nous subissons de plein fouet les chocs extérieurs. D'où il faut une valorisation du Made in Togo. Du Made in Togo, de ce que nous produisons. mais encore, il faut que ce soit une politique réaliste. Moi, quand j'apprends que le riz, par exemple, importé est subventionné et que cela n'a pas d'impact dans les marchés sur les prix, je me pose la question, à qui profite le crime? Nous savons un peu la configuration, le type de personnes qui sont à même d'importer des bateaux, des conteneurs de riz. Et on sait un peu à qui ça profite. Est-ce que c'était un silence coupable ou pas? Parfois, il faut que certaines responsabilités puissent être situées vis-à-vis de l'opinion. Alors, vous allez placer aussi deux mots parce qu'on arrive déjà je vais à la placer fin. deux mots, M. Samuel, parce que M. Sana, il a touché du doigt le fait que, que notre économie est à majorité informelle. Mais également, il faut préciser que depuis l'instauration du CFE, il y a beaucoup de citoyens, centre de formalité des entreprises, parce que les gens ont l'information comme quoi, que vous pouvez avoir une structure déclarée, moins de 24 heures. non seulement à moins de 24 heures, mais à un coût. Parce qu'avant, pour enregistrer une société, il faut voir le notaire, c'est des centaines de milliers de francs. Mais maintenant, quand les gens ont su qu'à moins de 30 000, vous pouvez avoir beaucoup afflux. Mais seulement que ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que l'État a encore une... Est-ce que c'est tous qui déclarent leurs impôts à l'OTR? Voilà, on nous annonce des chiffres de création d'entreprises, mais enfin, c'est ça aussi la question. Je vais à venir. Parce que l'État également est beaucoup plus figé sur les grandes sociétés qui ont... Mais ceux qui viennent, il y a beaucoup qui... Ils ont l'information qu'il faut aller déclarer leur structure pour leur activité, mais ils n'ont plus l'information quelles sont les démarches qu'il faut faire maintenant
pour pouvoir payer ses impôts, pour faire fonctionner de façon... Beaucoup ne savent pas. Beaucoup y vont et ils enregistrent leur société, ils ont la carte de CFE et puis c'est fini. Est-ce qu'ils arrivent à respecter le SMIC d'ailleurs? Est-ce qu'ils savent comment encore maintenant... C'est moi, monsieur Samuel. Au niveau des impôts, comment payer? On va ouvrir une chaîne pour Cyril. Il a beaucoup de choses à me dire. Les accompagnements qu'on puisse leur faire s'il ne peut pas